J'ai recodé le mini-jeu de Super Mario 64 DS nommé Avis de recherche en français et Wanted en anglais. Vous savez, le jeu où il faut retrouver l'un des personnages jouables recherchés sur l'affiche parmi toutes les têtes de ses compères. Celui qui a recommencé à avoir une petite popularité avec le compte Twitter FineLuigi ces derniers temps. Et tout est parti d'un message privé de mon ami vidéaste Polygon 3D et qui m'a dit « Mec, sur une échelle de 1 à 10, en premier projet de jeu, est-ce que tu penses que c'est difficile de coder ce mini-jeu sur Godot ?» Et de mon point de vue, c'est pas si compliqué. C'est même un excellent exercice d'essayer de reproduire ce mini-jeu pour apprendre à manier Godot. Alors, je lui propose une idée. On se fait une petite game jam sur un jour, tous les deux, on va recoder en live le mini-jeu, lui sur Godot et moi sur Unity. Ouais, en ce moment j'ai envie de coder des trucs sur Unity. Ça fait déjà plusieurs années que j'utilise le logiciel, je le connais assez bien, et même si j'ai déjà testé Godot, qui a le mérite d'être un moteur de jeu open source, je suis quand même beaucoup plus à l'aise sur Unity. Mais pour Paul, ça va être ses premiers pas sur Godot et sur un moteur de jeu tout court. Donc forcément pour lui ça va être beaucoup d'apprentissage, et moi, mon challenge, c'est de faire ça de manière propre et optimisée. Déjà graphiquement, l'avantage c'est qu'on a déjà tous les sprites d'origine du jeu sur internet. Mais histoire de personnaliser quand même un peu notre projet, Seoska va nous faire des sprites sur mesure. Une version Reset System pour ma part, avec les têtes d'Hermine, de Cabot, Patatless Player et de Flèche. Quant à la version de Paul, je vous laisse découvrir ça par vous-même. Ah bah Seoska s'est bien lâché sur ses versions Chad de Mario, Luigi, Wario et Yoshi. Et donc, comment on recode le mini-jeu Avis de recherche de Super Mario 64 DS? Laissez-moi vous raconter ça. La première question que je dois me poser, c'est est-ce que je vais faire le jeu pour smartphone ou pour PC? C'est un choix décisif qui va pas mal orienter la résolution de l'écran et donc l'interface et la position des éléments dessus. J'aurais très bien pu choisir en format smartphone où il suffit de toucher avec le doigt la tête recherchée, mais j'avoue que j'ai préféré m'orienter vers une version jouable sur navigateur web, jouable à la fois à la souris et sur un écran tactile, sauf que le jeu sera avant tout adapté à un format horizontal. Dans tous les cas, il fallait que je tranche pour une direction précise dès le début, donc c'est chose faite. Maintenant, on va pouvoir commencer. C'est devenu une habitude, mais quand je crée un nouveau projet destiné à être public, je commence toujours par la scène contenant l'écran titre. Comme ça, dès le début, on a un menu d'accueil avec un bouton pour démarrer, pour les options et pour quitter le jeu. Pour le moment, je vais laisser les options de côté, on y reviendra plus tard, et je vais créer une nouvelle scène entièrement consacrée à la gestion du mini-jeu. Ensuite, je fais en sorte que quand je clique sur le bouton Start de l'écran principal, ça me mène vers la deuxième scène de jeu. Mon petit conseil si vous commencez le développement de jeux vidéo, familiarisez-vous rapidement avec l'UI, créer des boutons cliquables c'est vraiment pas compliqué, et c'est toujours bien d'avoir une option pour quitter votre jeu sans faire de Alt F4. En plus, vous pourrez toujours rediriger le joueur vers l'écran d'accueil en cas de game over ou via un menu quittant la scène de jeu. Sur Nintendo DS, l'information concernant le personnage à rechercher est sur l'écran du haut. Ici, comme j'ai adopté un format horizontal, j'ai choisi de réserver la partie droite de l'écran pour afficher ces informations. Dans un premier temps, j'ai placé le chronomètre, et j'ai fait en sorte que le temps s'écoule jusqu'à 0. Ensuite, j'ai mis en place la fiche de recherche qui génère un visage aléatoirement parmi les 4 personnages. Oups, j'ai pas changé le sprite du bon objet. J'avoue, ça c'est le genre de petite erreur qui fait plutôt sourire quand tu t'en rends compte. Mais voilà, ça y est, dès que je lance le jeu, une tête au hasard apparaît. J'ai également fait le compteur de niveau un peu plus tard, qui augmente de 1 dès que tu cliques sur la bonne tête à retrouver. Mais pour cela, il fallait d'abord que je mette en place ces fameuses têtes. En gros, chaque élément va avoir le même code, et c'est juste la valeur du personnage qui va changer. Ainsi, quand je clique sur une tête, je vérifie si sa valeur est égale à celle sur la fiche de recherche. Si c'est différent, j'enlève 5 secondes au chrono et je supprime la tête, sinon j'en ajoute 5 et je réinitialise le niveau. C'est-à-dire que je régénère un nouveau personnage sur la fiche, et que je remets en place tous les visages supprimés. Pour le moment, le même niveau se réinitialise en boucle, mais la prochaine étape, ça sera justement de coder les différentes règles de génération de visages pour les prochains niveaux. Mais avant ça, il y a un petit détail que j'ai envie d'ajouter qui a l'air tout simple en apparence, et pourtant... Vous voyez, dans le jeu d'origine, quand je clique sur le bon personnage, j'ai un petit +5 qui apparaît au-dessus de sa tête. Cette animation, je sais facilement la refaire sur Unity, mais par contre, comment la faire apparaître au-dessus de la bonne tête? Là, je suis désolé, je vais être obligé de sortir le jargon de dev, mais dites-vous juste que quand je parle d'objet, je parle juste d'un élément du jeu, et quand je parle d'enfant et de parent, c'est comme si l'objet enfant était lié au contenu de l'objet du parent, et donc par exemple, si je bouge un objet parent à droite, tous les objets enfants sont aussi déplacés à droite. C'est extrêmement simplifié. Et je vous avoue que parfois, parler de parents et d'enfants en programmation, ça peut donner des phrases très bizarres hors contexte. Si je veux créer un enfant de cet objet, j'ai juste à rajouter des nœuds en dessous. Mais j'ai failli faire pire, j'ai failli dire si je veux faire un enfant, faut que je fasse ça.
Et voici la logique que j'avais adoptée dans un premier temps pour faire apparaître ces petites animations. Au début, pour chaque visage, je lui ai associé en enfant le texte +5 à animer, et je ne le rends visible avec l'animation que lorsqu'on clique dessus. Bon, la solution n'est pas optimale car pour chaque visage, il y a autant de texte caché qui est généré, et l'autre problème, c'est que si un visage est sous un autre, l'animation l'est aussi. Et je pouvais pas juste régler facilement le fait que le texte soit au-dessus de tout le reste. Enfin du moins pas avec cette méthode. J'ai donc abandonné cette première idée. Ma nouvelle solution, ça a été d'avoir un seul texte, que je vais téléporter et afficher à chaque fois au-dessus de la bonne tête. J'en profite pour geler le clic du joueur et le chronomètre le temps d'afficher l'animation, d'ajouter les 5 secondes et de générer le niveau suivant, et le tour est joué. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire l'animation -5 quand je clique sur la mauvaise tête. Bon, ça devrait être facile, c'est à peu près le même code, non? C'est à peu près le même code, non? Ben pas tout à fait. Je peux pas vraiment me permettre de tout geler en cas de mauvaise erreur. Si le joueur clique sur 2 mauvaises têtes d'affilée, ça doit s'enchaîner. Il faut donc plusieurs -5. Et sur le coup, j'ai passé beaucoup trop de temps à chercher une solution pour une feature aussi minime, mais avec le recul, voilà ce que j'aurais pu faire. J'aurais pu créer un préfab de mon -5. En gros, un préfab, c'est un objet prêt à l'emploi qui peut être construit chaque fois qu'on le souhaite. Donc là, j'aurais pu générer un nouvel objet -5 à chaque erreur, le téléporter sur la bonne tête comme j'ai fait pour le +5, et une fois l'animation terminée, je détruis l'objet comme ça la mémoire n'est pas saturée. Sauf que ça, j'ai pas eu l'idée de suite, j'ai juste dit, bon tant pis pour le -5, à un moment faut bien s'attaquer au niveau. Actuellement, les 4 têtes que vous voyez là, je les ai posées en dur dans le code. En gros, j'ai littéralement dit, toi tu apparais ici, toi là et toi là-bas. C'est pas très souple. L'idée, ça va être maintenant de générer des carrés de personnages de manière automatisée, juste en définissant la valeur du côté du carré. Par exemple, pour un carré de côté 3, il me faut 9 têtes, dont celles recherchées en un seul exemplaire, et les têtes des autres personnages de manière plutôt équitable. Pour composer ce carré, j'ai décidé de d'abord construire une liste avec autant de places que de visages dans le carré. Dans mon exemple, c'est donc une liste de 9 places. J'insère d'abord dans la liste la tête recherchée, puis je la remplis jusqu'au premier tiers avec un personnage qui n'est pas recherché, je continue jusqu'au deuxième tiers avec un second personnage, et jusqu'à la fin avec le troisième personnage. Puis j'utilise un petit algorithme qui mélange tous les éléments de la liste aléatoirement, et je n'ai plus qu'à positionner chaque tête de manière à former un quadrillage. Je vous passe les explications de calcul pour afficher ça de manière uniforme et centrée dans la zone, mais c'est vraiment pas compliqué. Maintenant, grâce à cette base, je peux faire des carrés de n'importe quelle taille. Enfin, n'importe quelle taille à partir de 3. J'ai voulu tester pour un carré de côté 2, et il y a un petit souci. Du coup, le niveau 1, il reste codé en dur. Bon, bien sûr, même si je peux faire n'importe quelle taille de carré, il ne faut pas que ça dépasse l'écran. Et avec quelques modifications de mon code, je peux aussi faire des rectangles et diminuer l'espacement entre les visages de manière très simple. Et voilà, en augmentant le côté du carré à chaque niveau, et en condensant un peu plus l'espacement à partir d'un certain palier, j'ai déjà des niveaux qui s'enchaînent avec une difficulté croissante. Mais maintenant, on va essayer de faire apparaître les personnages à des positions aléatoires. Pour commencer, je vais vite fait vous expliquer comment ça marche les coordonnées. Ici, horizontalement, j'ai mon axe X et verticalement, j'ai mon axe Y. Ainsi, un objet de coordonnées 0, 0 est placé automatiquement au centre de l'axe. Et donc, pour faire apparaître une tête à une position aléatoire dans l'écran, c'est très simple. Il suffit de tirer un nombre aléatoire pour la position X et Y de l'objet, compris dans les limites de l'écran, mais s'il y a bien un truc qu'on ne veut absolument pas, c'est que la tête qu'on doit trouver soit totalement cachée et recouverte par une autre. Bah oui, si on peut pas cliquer du premier coup sur la bonne réponse, c'est pas du jeu. Il faut donc ajouter une petite règle pour que l'aléatoire évite soigneusement la zone de la tête à retrouver. Donc ce qu'on va faire déjà, c'est commencer à générer une première position aléatoire pour le bon visage, mémoriser ses coordonnées, et pour les têtes suivantes, si leurs coordonnées générées aléatoirement est comprise dans cette zone-là, on va devoir la modifier. Au début, je me suis dit que j'allais juste multiplier par -1 au hasard soit sa coordonnée X, soit sa coordonnée Y, soit les deux, pour l'envoyer de l'autre côté de l'axe par symétrie. Sauf qu'en testant, des fois, il y avait des moments où ça marchait pas. Ben oui, gros malin. Si la tête à trouver se trouve proche d'un axe, et que je fais une symétrie, ben ça reste toujours très proche. Bon, je me suis pas embêté, j'ai rajouté une condition en mode, si la tête à trouver est proche de n'importe quel axe, je génère le visage 100 pixels plus loin. C'est clairement pas la plus élégante solution pour gérer le problème, je vous l'accorde, et en plus elle va entraîner un nouveau problème. Admettons que je génère énormément de têtes sur un niveau. Eh bien on va commencer à distinguer petit à petit un trou apparent autour du personnage à trouver, comme s'il avait une hygiène douteuse, ce qui rend la recherche beaucoup plus facile. Je vous avoue que je n'ai pas traité ce problème là durant la game jam, mais après avoir analysé comment faisait le jeu d'origine, j'aurais pu déplacer les mauvaises têtes à une distance précalculée, garantissant le fait de ne jamais rendre inaccessible la bonne tête, tout en permettant de mieux la camoufler. Mais voilà, on a une génération rectangulaire, on a une génération aléatoire, mais c'est encore très fixe tout ça. Il est temps d'ajouter un peu de mouvement. En vrai, faire bouger les têtes, c'est vraiment pas si compliqué. On va partir de la génération aléatoire de position, et maintenant, il suffit juste de leur donner une direction aléatoire, et de coder ce qu'il se passe lorsqu'un objet arrive à la limite de l'écran. Et on va mettre en place deux comportements possibles. Le premier, c'est le rebond. Vous savez, celui que vous adorez observer avec le logo DVD sur un écran. Et c'est très simple à coder. Pour commencer, on va donner aléatoirement à l'objet une direction verticale et ou horizontale. Maintenant, si l'objet atteint une limite en haut ou en bas, on inversera uniquement sa direction verticale, et s'il atteint une limite à gauche ou à droite, on inversera
inversera sa direction horizontale. Et ça y est, on a un objet qui rebondit partout. Et elle continuera ainsi jusqu'à peut-être atteindre un jour le sacro-saint coin qui inversera ces deux axes d'un seul coup. Bon, les rebonds, c'est fait. Maintenant, le deuxième et dernier comportement que je vais coder, c'est quand une tête quitte l'écran pour réapparaître de l'autre côté. Et figurez-vous que c'est à peine différent du cas précédent. Il faut juste un peu élargir les limites de l'écran pour attendre le moment où l'objet sort totalement du champ de vision. Et si l'objet franchit par exemple sa limite gauche, je vais multiplier sa coordonnée x par -1 pour le projeter par symétrie de l'autre côté de l'écran sans changer sa direction. Il suffit maintenant d'ajouter la même règle pour l'axe y et ça y est, on a terminé, l'illusion est parfaite. Bon, évidemment, si on voyait un peu plus loin que l'écran de jeu, ça donnerait ceci et la magie serait totalement brisée. Et voilà, j'ai choisi de m'arrêter là pour les différents comportements de niveau. Par rapport au jeu d'origine, je n'aurais donc pas reproduit l'affichage où l'on ne voit que les mentons des personnages, ni le quadrillage mouvant, même si ça n'aurait été pas très compliqué à refaire, et j'ai ordonné les niveaux de la manière suivante. D'abord, les personnages sont fixes en carré, avec de plus en plus de têtes au fur et à mesure, et puis à un moment, on a que des visages mouvants, et le programme choisit au hasard s'ils rebondissent ou s'ils réapparaissent de l'autre côté de l'écran, avec toujours plus de têtes au fil des niveaux. J'aurais pu un peu mieux mélanger les types de niveaux, mais pour une game jam d'une journée, je me suis arrêté là. Et pour finir, je décide de peaufiner le tout en m'attaquant aux options. Et oui, ça y est, il est enfin temps de remplir ce menu afin de permettre aux joueurs de régler la difficulté du challenge. Et en premier, ils pourront régler le temps maximum du chronomètre. Dans le jeu, si le joueur trouve une bonne réponse, cela ajoute 5 secondes à son chronomètre, mais il y a quand même une limite maximum qui ne pourra jamais être dépassée. Comme il s'agit d'une simple variable facile à changer, je laisse le joueur choisir si le temps maximum sera de 10, 20, 30, 40 ou 50 secondes. Il peut aussi choisir sa pénalité en cas d'erreur, soit ça lui retire 5 secondes, soit 10, soit 20, ou alors à la moindre erreur, c'est game over. Pour la troisième option, j'ai remarqué lors de mes tests combien il était facile de retrouver Mario et Wario, étant donné que leur couleur dénote énormément des autres personnages. J'ai donc fait un mode avec juste Luigi, dont le vert de la casquette se confond bien avec celui de Yoshi, tout en ayant une couleur de visage similaire à celle de Mario et Wario. J'avoue que je comprends mieux le choix du compte fan de Luigi maintenant. Et puis, la dernière option, c'est de proposer une version Reset System avec les sprites de Seoska, ainsi qu'un magnifique écran titre personnalisé. D'ailleurs, le mode juste Luigi se transforme en juste Termine, car elle se confond bien avec Cabot. Et voilà comment en une journée, j'ai recodé le mini-jeu de Super Mario 64 DS sur Unity. Et si vous voulez tester la version web, le lien est dans la description. N'hésitez pas à voir les réseaux sociaux de Seoska et la chaîne YouTube de Polygon 3D, j'ai surtout parlé de mon point de vue, mais c'était une super expérience partagée avec Paul, en plus le chat l'a beaucoup aidé, et c'était l'occasion parfaite pour lui de se lancer dans le développement de jeux vidéo sur Godot, avec un résultat satisfaisant à la fin. Si jamais le développement de jeux vidéo vous intéresse, il y a forcément un moteur de jeu qui vous permettra de vous lancer dans la création, que vous soyez programmeur ou pas. N'hésitez pas à regarder et reproduire des tutoriels sur YouTube, à lire de la documentation sur internet, et dès que vous pouvez, tentez l'expérience d'une game jam. C'est super enrichissant, il y en a tout le temps sur itch.io, et ça vous oblige à vous mettre concrètement à la réalisation d'un jeu. Et même si vous débutez, que vous vous trouvez trop lent ou que vous êtes tout seul, ça reste une expérience ultra formatrice. Chaque erreur que vous ferez sera une occasion de vous améliorer et ça fait partie de l'apprentissage. Et avant de vouloir coder le jeu de vos rêves, fixez-vous des petits défis en essayant de refaire des jeux au gameplay simple, car ça vous donnera une vision plus concrète de ce qu'est réellement développer un jeu vidéo en entier, et aussi court que soit votre jeu, vous aurez la satisfaction d'avoir accompli et fini un premier projet. S'il y a bien un conseil que je peux vous donner, c'est ne vous lancez pas dans le développement d'un jeu d'aventure 3D tant que vous savez pas refaire un Pac-Man. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez d'autres vidéos plus orientées sur la création de jeux. De mon côté, le game design et la programmation sont des domaines qui m'ont toujours très intéressé et que j'ai pourtant relativement peu abordé sur cette chaîne, même si certains ont peut-être connu ma courte période Flesh and Computers. Sur ce, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.